Je m'appelle Avery Wright. J'ai 34 ans. J'enseigne en CE2 dans une petite école primaire en briques, à la périphérie de la ville. Un de ces endroits où les enfants accourent encore dans le couloir pour vous montrer là dents qu'ils ont perdu à la récréation. Pendant la majeure partie de ma vie, ce rythme me suffisait. Le murmure régulier des petites voix, l'odeur des crayons de couleur et des essuie-tout humides, la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres, toujours de la même façon. J'aimais la prévisibilité. Je lui faisais confiance. Puis, un peu plus de 6 mois avant que tout ne bascule, j'ai rencontré Caleb. C'était dans un coin, au fond d'une page ouverte. Cette petite librairie indépendante du centre-ville, qui embaume toujours légèrement le café et le vieux papier. J'étais sur la pointe des pieds, essayant d'attraper un guide pédagogique sur l'étagère du haut, quand une voix basse derrière moi a dit « Tiens, laisse-moi faire ». Il n'en a pas fait étalage. Il s'est simplement approché, a pris le livre et me l'a tendu avec un petit sourire, presque timide. Ses mains étaient propres, mais on pouvait encore apercevoir une légère trace de gras sous ses ongles. La marque de la sincérité de quelqu'un qui travaillait dans la mécanique toute la journée. On a commencé à discuter. Pas une conversation flirtante, juste une conversation naturelle. Il m'a demandé à quelle classe j'enseignais. Je lui ai demandé quel genre de voiture il réparait. En sortant, il avait mon numéro, et j'avais l'étrange impression que quelqu'un m'avait enfin écouté. Vraiment écouté, pour la première fois depuis des années. Il n'a rien précipité. C'est ce qui m'a mise en confiance. Il m'apportait du café les soirs où je corrigeais tard et se souvenait des élèves qui m'inquiétaient le plus. Quand je lui ai parlé de ma grand-mère, comment elle avait travaillé toute sa vie comme comptable, élevé ma mère seule, économisé le moindre sou pour me léguer la maison où je vis encore, il n'a pas paru s'ennuyer. Il posait des questions douces, comme s'il voulait comprendre comment j'avais construit ma vie avant lui. Après tant d'années à faire attention à ne jamais être celle qui disait toujours « Je vais bien », même quand elle n'allait pas bien, son attention était comme un rayon de soleil après un long hiver. Chaleureuse, rassurante, fiable. Nous nous sommes mariés un samedi d'août de début d'automne. La Willow Room possède une cour intérieure paisible, illuminée de guirlandes lumineuses, avec des tables en bois et du lierre grimpant le long des murs de briques. Rien d'extravagant, juste 40 personnes importantes. Mes parents, quelques professeurs du lycée, les parents de Caleb, ses copains du garage, et Ellie, ma colocataire de fac, ma témoin, celle qui m'a soutenue dans chaque rupture, chaque doute, chaque fois que j'ai juré d'abandonner. Lorsque mon père m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel, sa main tremblait légèrement, juste assez pour que je le remarque. Il s'est penché près de moi et a murmuré « Tu es si belle, ma chérie. Je suis fière de toi. » J'ai dû serrer les lèvres pour ne pas pleurer. Puis j'ai aperçu Caleb qui m'attendait à l'autre bout du couloir, grand dans son costume bleu marine, les yeux rivés sur moi comme si rien d'autre n'existait. Quand il a pris ma main, il l'a serrée doucement, avec assurance, et a murmuré « Je serai toujours là pour toi. » Les vœux étaient courts, simples, de ceux qu'on écrit soi-même quand on essaie de dire l'essentiel sans avoir l'air de réciter un texte. Quand il a glissé l'anneau à mon doigt, le métal était frais et rassurant contre ma peau. Pendant notre première danse, il m'a serré contre lui et a murmuré dans mes cheveux qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Les gens ont sorti leur téléphone. Quelqu'un a reniflé. La nuit embaumait les bougies de cèdre, les roses tardives et l'espoir. Si vous avez déjà vécu un moment si parfait que vous vous êtes dit « C'est ça. Cette fois, c'est la bonne ». Vous savez à quel point ce sentiment peut être dangereux. Car même dans l'euphorie, j'ai vu des choses que j'ai préféré taire. Ellie a ri un peu trop fort en serrant Caleb dans ses bras. Sa main s'est attardée sur son bras lorsqu'elle l'a félicité. Plus tard, pendant que je dansais avec mon père, Caleb est sorti un instant, prétextant devoir répondre à un appel rapide de la boutique. Je n'y ai pas prêté attention. Pourquoi l'aurais-je fait? J'étais une mariée, émue, fatiguée, un peu submergée par le bonheur. Je me suis dit que ces petits frissons d'inquiétude n'étaient que du trac. Ce soir-là, nous sommes rentrés à la maison de ville que ma grand-mère m'avait léguée. Façade en briques, petite terrasse à l'arrière, 2 chambres meublées avec soin. Elle avait l'habitude de s'asseoir à la table de la cuisine, près de la fenêtre, à faire ses comptes, me répétant sans cesse « Ici, c'est ton refuge, Avery. Peu importe qui va et vient, ce toit reste à toi. J'ai tenu ma promesse. Je ne l'ai jamais vendue. » J'ai peint les murs en gris clair, acheté une nouvelle table, et laissé son vieux livre de cuisine ouvert sur le comptoir, comme si elle pouvait entrer à tout moment.
Caleb disait souvent qu'il aimait l'authenticité de la maison, le fait qu'elle soit faite pour la vraie vie, pas pour les apparences. Quand on a parlé d'emménager ensemble, ça paraissait logique. Son petit appartement de l'autre côté de la ville n'était que temporaire. Il disait qu'il économisait. Les choses s'arrangeraient. Le mariage, c'était tout partagé, la confiance, l'espace, l'avenir. J'y croyais. Ce que je ne comprenais pas alors, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que je n'apportais pas l'amour à notre mariage. J'y apportais la sécurité. Et pour la mauvaise personne, la sécurité ressemble étrangement à une opportunité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'impression que ma vie s'était enfin stabilisée. La lumière du soleil inondait les draps. Caleb dormait encore, un bras étendu, sa respiration lente et régulière. Il avait l'air paisible, comme un homme qui n'avait plus rien à cacher. Je me suis glissée hors du lit, j'ai préparé du thé, coupé une petite part de gâteau de mariage. Je suis restée là, immobile. À la fenêtre, je souriais, songeant à l'étrange et merveilleux sentiment que me procurait le simple fait d'appeler quelqu'un mon mari. Soudain, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. J'ai failli laisser le répondeur, mais j'ai décroché. Mademoiselle Wright, dit une voix d'homme, prudente et basse. Ici Raymond Young. Je gère la salle Willow. Nous avons organisé votre réception hier soir. J'ai souri. Oui, merci encore. Tout était magnifique. Un silence si long que j'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'est pas pour ça que j'appelle, dit-il. Puis il m'a annoncé qu'ils avaient visionné les images de vidéosurveillance du matin et que ce qu'ils avaient trouvé concernait mon mariage. Mon cœur a fait un bond. En quoi? Ai-je demandé. Je ne peux pas vous l'expliquer par téléphone, dit-il. Nouveau silence. Sa voix baissa. Vous devez venir le voir de vos propres yeux aujourd'hui. Et Avery, venez seul, s'il vous plaît. Ne le dites pas à votre mari. Derrière moi, la douche s'est mise en marche. Caleb était réveillé. Et dans l'espace entre l'eau qui coulait et le téléphone toujours collé à mon oreille, la vie parfaite à laquelle je croyais au réveil s'est fissurée comme une feuille. Glace. J'ai conduit jusqu'à la salle des saules, les deux mains crispées sur le volant. Comme on s'y agrippe quand on a peur que la route ne se dérobe sous ses pieds. Le parking était désert, à l'exception d'une camionnette qui semblait appartenir au personnel. En journée, l'endroit paraissait différent, plus petit, presque ordinaire. Pas de guirlandes lumineuses, pas de musique, juste une légère odeur de bougies de cèdre de la veille, mêlée à celle du nettoyant au citron. Monsieur Raymond Young attendait à la porte latérale. Il était plus âgé que je ne l'avais imaginé la veille au soir, les cheveux argentés soigneusement peignés, les yeux fatigués comme ceux de quelqu'un qui a vu trop de moments intimes immortalisés par des appareils photo. Il n'a pas souri. Il a simplement ouvert la porte et a dit doucement « Entrez, Avery. Tu devrais peut-être t'asseoir. » Il me conduisit à travers le couloir faiblement éclairé, en passant devant la cuisine où l'inox brillait sous les néons, jusqu'à un petit bureau qui sentait légèrement le café et l'encre. Un ordinateur portable attendait sur le bureau, l'écran déjà ouvert, figé sur une image granuleuse en noir et blanc. Il hésita avant de reprendre la parole. « J'y ai longuement réfléchi, dit-il, à l'opportunité de t'appeler, mais si c'était ma fille. » Il laissa sa phrase en suspens, puis appuya sur lecture. L'horodatage indiquait « juste après 9h45 ». Je me souvenais précisément où j'étais, en train de danser avec mon père, de rire quand il me marchait sur les pieds comme il le faisait toujours. Le débarras apparut à l'écran. Des étagères remplies de linge de maison, des chaises empilées, un vieux canapé en cuir adossé au mur du fond. La porte s'ouvrit. Ellie entra la première. La même robe vert foncé qu'elle portait le jour de son anniversaire, ses cheveux toujours impeccables. Elle jeta un coup d'œil rapide et prudent derrière elle avant d'entrer complètement. Puis Caleb, mon Caleb. Il referma la porte derrière lui d'un doux claquement de doigts. Un clic. J'eus le souffle coupé. Ellie dit quelque chose que je n'entendis pas encore. Elle posa ses deux mains à plat sur sa poitrine. Il passa ses bras autour de sa taille. Un geste naturel, presque mécanique. Ils s'embrassèrent. Pas un baiser volé, mais un long baiser, lent et délibéré. Le genre de baiser qu'on échange quand personne ne regarde, quand on est certain que personne ne le saura jamais. Ils allèrent s'installer sur le canapé. Elle sortit une cigarette de nulle part,
l'alluma et la lui tendit. Ils rirent, d'un rire doux et détendu. Le genre de rire qui naît après des années de secrets partagés. Je murmurai presque pour moi-même. C'est forcément une erreur. Il doit y avoir une explication. Monsieur Young ne dit rien. Il se contenta de monter le volume. Quand le son retentit, il n'y eut plus d'espoir. La voix d'Ellie emplit d'abord le petit bureau. Un rire presque amusé. J'ai cru devenir folle à te voir danser avec elle toute la nuit, à faire semblant d'être son meilleur ami. Mon Dieu, ça me dégoûte. Caleb laissa échapper un petit rire. Ce rire grave et familier qu'il utilisait quand il me taquinait pour des broutilles. Détends-toi, dit-il. Tout se déroule exactement comme prévu. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Les ondulations continuèrent de se propager même après qu'elle eut coulé. Ellie se laissa aller en arrière et tira une bouffée. Combien de temps ça va encore durer? Quand est-ce que tu vas enfin divorcer? Il répondit calmement, comme il expliquait une réparation de voiture. Simple, rien de compliqué. D'abord, elle doit me céder la maison. J'ai déjà commencé à lui en parler. Propriété conjointe, égalité dans le mariage. Elle croit à tout ça. Elle ira elle-même à la mairie dans quelques semaines. Mes ongles s'enfoncèrent si fort dans mes paumes que j'en sentis la brûlure. Ellie demanda d'un ton presque désinvolte. Et après, la maison de ville restera à mon nom, dit-il. On la vendra. On achètera mieux. On vivra avec le reste. Puis il prononça la phrase qui brisa enfin quelque chose de profondément enfoui en moi. Épouser une institutrice, c'était la partie facile. Elle a toujours été seule. Prévisible. Reconnaissante pour la moindre attention. Franchement, elle est plutôt ennuyeuse. Ils rirent ensemble. Pas cruellement, après tout. Confortablement, comme s'il l'avait déjà dit, comme si c'était une évidence. Ils parlaient d'enfants comme si c'était un fardeau. De ma vie comme si c'était un puzzle qu'ils résolvaient ensemble. La vidéo s'arrêta. L'écran devint noir. Je restai assise là, fixant mon reflet dans la vitre sombre. Quelque chose avait changé. Les larmes qui avaient menacé de couler plus tôt avaient disparu. À leur place, un silence froid et absolu s'installa. Monsieur Young parla doucement. Je suis désolé. Je ne répondis pas tout de suite. Quand je le fis, ma voix me parut étrange. Calme, presque calme. Merci de me l'avoir montré. Je me suis levée. Mes jambes semblaient engourdies, mais elles bougeaient. Il m'a tendu une clé USB contenant le fichier. Elle paraissait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, comme si elle contenait plus que de simples pixels. Je suis partie sans me retourner. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai pris la voiture pour aller chez mes parents. La même maison de plein pied de la rue Maple où j'ai grandi, celle avec le perron qui grince et la cuisine qui embaume toujours légèrement la cannelle. Ma mère a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Elle m'a jeté un coup d'œil et a porté la main à sa gorge. Avery. Mon père est apparu derrière elle. Quand je leur ai montré la vidéo, assis à la même table où nous faisions nos devoirs ensemble, ma mère a pleuré en silence, le visage enfoui dans sa manche. Mon père s'est figé. Ses mains tremblaient d'une colère sourde. Il a dit qu'il avait envie de venir sur le champ, de traîner Caleb par le col et de le faire répondre de ses actes. J'ai posé ma main sur son bras. Non, ai-je dit. Pas encore. Parce que je savais exactement ce qui se passerait si je les confrontais seuls. Il aurait l'air blessé. Il verserait de vraies larmes, celles qui avaient toujours fonctionné auparavant. Il s'excuserait, promettrait de changer, jurerait que c'était une erreur ponctuelle. Et pendant une terrible seconde, j'aurais pu le croire. J'aurais pu douter de moi. Je n'allais pas lui donner cette chance. Ce soir-là, assise à la table de la cuisine sous la même lumière jaune sous laquelle ma grand-mère lisait, quelque chose s'est apaisé en moi. La douleur était toujours là, vive, à vif, immense, mais elle ne me dominait plus. Je ne voulais pas d'excuses en privé. Je ne voulais ni larmes, ni explications, ni seconde chance. Je voulais que la vérité éclate au grand jour, que personne ne puisse la déformer. Je voulais que Caleb et Ellie ressentent, ne serait-ce qu'un instant, ce que c'est que d'être exposé, impuissant, vu tels qu'ils sont vraiment. Et c'est alors que l'idée a commencé à germer, discrètement, avec la même minutie qu'on met en œuvre quand on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière.
Si vous avez déjà été assis dans une pièce avec quelqu'un qui jurait vous aimer alors que chaque mot qu'il prononçait vous emprisonnait dans une cage. Peut-être vous connaissez cette sensation, ce moment où le silence, enfin, cesse d'être pesant et devient la seule arme qui vous reste. Les jours qui ont suivi cette vidéo ne se sont pas enchaînés comme on le dit après un traumatisme. Non, ils se sont étirés lentement, délibérément. Chacun d'eux comme une respiration retenue sous l'eau, attendant que la surface apparaisse. Je ne suis pas retournée tout de suite à la maison de ville. Je suis restée chez mes parents, dormant dans ma vieille chambre, avec les posters délavés encore scotchés au mur et la courte pointe cousue par ma grand-mère, pliée au pied du lit. Les matins, je me réveillais avant l'aube, le regard léger fixé au plafond, repassant en boucle chaque instant que je croyais réel. La façon dont Caleb m'apportait le thé quand je corrigeais des copies tard, la vapeur s'échappant de sa tasse lorsqu'il la posait sans un mot. Les soirées tranquilles sur la terrasse, sa main posée délicatement sur mon genou tandis que nous regardions les lumières du quartier s'allumer. La librairie, ce premier sourire, si sincère qu'il m'a fait baisser ma garde après des années à la maintenir. Tout cela avait-il été vrai? Ou avais-je moi-même inventé cette histoire? Combler les vides avec ce que je voulais voir? Peut-être connaissez-vous cette douleur. Celle qui ne vient pas de la trahison elle-même, mais de la remise en question de chaque souvenir, de chaque petite gentillesse, se demandant si tout cela n'était qu'une étape du plan de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas beaucoup pleuré. Pas après cette première nuit. Au lieu de cela, je faisais de longs tours autour du pâté de maison de mes parents, passant devant les mêmes érables que j'escaladais enfant, l'air frais et humide, porteur d'une promesse de pluie. Ma mère me regardait par la fenêtre, le visage crispé d'inquiétude. Elle ne disait rien. Mon père préparait du café supplémentaire et posait une tasse à côté de moi sans poser de questions. Il me connaissait assez bien pour laisser le silence s'installer. À l'école, je traversais les journées comme si quelqu'un d'autre me conduisait. Les enfants ne s'en apercevaient pas. Ils entraient en trombe dans la classe, leur sac à dos à moitié ouvert, déversant leurs histoires de dents de lait perdus et de matchs de foot du week-end. J'écoutais. Je souriais. J'enseignais les fractions de la même voix posée que d'habitude. Mais intérieurement, tout me semblait vide. Un après-midi, une petite fille nommée Sophie est restée après la récréation. Elle m'a tiré par la manche et m'a dit « Mademoiselle Wright, vous êtes triste ? Vous ressemblez à ma mère quand elle réfléchit trop. » Je me suis agenouillée et j'ai croisé son regard. « Parfois, les adultes réfléchissent trop, » ai-je répondu. « Mais ça passe. » Elle a hoché la tête, sérieuse comme seule une enfant de 8 ans peut l'être, et m'a serré dans ses bras avant de s'enfuir. Ce petit geste a fait naître quelque chose en moi. Pas des larmes, juste un aveu silencieux. J'étais seule bien avant Caleb. C'est pourquoi son attention m'avait semblé être un soulagement. Ma grand-mère disait que la solitude était comme une maison avec trop de pièces vides. On les remplit comme on peut. J'avais rempli les miennes d'une confiance que personne n'avait méritée. La trahison d'Ellie m'a blessée différemment. Plus profondément, d'une certaine façon. Nous nous sommes rencontrés à la fac. Colocataires, nous avions sympathisé autour de la nourriture infecte de la cafétéria et de discussions nocturnes sur des rêves qui nous paraissaient inaccessibles. C'était elle que j'appelais après chaque rendez-vous raté. Celle qui riait et me disait « Tu mérites mieux, Avery. Ne te contente pas de peu. » Elle se tenait à mes côtés au mariage. « Ajuste mon voile, murmura-t-elle, tu étais radieuse. » Et pendant tout ce temps, je me surprenais à faire défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Nous, lors d'un week-end à la plage il y a quelques années. Bras dessus bras dessous, du sable dans les cheveux, riant, sincèrement, du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, chaque souvenir avait un goût amer. Avait-elle déjà tout manigancé? Considérait-elle ma vie tranquille comme une proie à conquérir? Le doute s'était-il insinué plus profondément pendant ces heures de silence? Et si j'avais été trop naïve, trop prévisible, comme il avait dit? Et si c'était moi qui étais ennuyeuse? Contente de soirées simples, d'un travail stable, d'une maison qui n'avait besoin d'impressionner personne. Un soir, assise sur la véranda de mes parents, je regardais le soleil se coucher derrière la clôture, une tasse de thé refroidissant entre mes mains. La question tournait autour de moi comme une ombre. Aurais-je dû le voir? Aurais-je pu l'empêcher? Et la pire, celle qui m'empêchait de dormir. Étais-je vraiment si facile à duper? Si vous avez déjà passé des nuits blanches à repasser des conversations en boucle,
à la recherche d'indices. Vous vous demandez si le problème venait d'eux ou de vous, et vous ressentez peut-être le poids de ce silence. Il vous oppresse, rend chaque respiration pesante. Mais lentement, au milieu de toutes ces interrogations, quelque chose d'autre a commencé à s'éveiller. Pas la colère, pas encore. La lucidité, froide et patiente, comme le givre qui se forme sur une vitre pendant la nuit. J'ai compris que Caleb n'avait pas seulement menti sur l'amour. Il avait menti sur moi, m'ayant traité de reconnaissante, de solitaire, d'ennuyeuse, comme si c'était des faiblesses au lieu des forces tranquilles qui m'avaient permis de rester entière pendant toutes ces années d'indépendance. Et Ellie, elle avait pris mes confidences, ces aveux nocturnes où je disais vouloir quelque chose de vrai, et les avait transformés en armes. La douleur ne s'est pas atténuée. Elle a changé de forme, est devenue un carburant. J'ai commencé à faire des plans, petit à petit. Assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes, j'écrivais la liste des invités du mariage, sans rayer personne, ajoutant des détails. La même cour intérieure, la salle au saule, un buffet léger. Des boissons. Rien de sophistiqué, juste de quoi les réunir tous. J'ai appelé Monsieur Young. Sa voix était assurée lorsqu'il a accepté. Pour t'aider. Tout ce dont tu as besoin, dit-il. Sans poser de questions. Peut-être avait-il vu suffisamment d'histoires comme la mienne pour savoir comment elle devait se terminer. Quand je suis finalement retournée à la maison de ville, l'atmosphère était différente. La clé tournait de la même façon, mais l'air était plus lourd. Les affaires de Caleb étaient toujours là, sa veste accrochée au crochet, des outils éparpillés sur le comptoir comme s'il venait de sortir. J'ai traversé la pièce lentement, touchant les murs peints par ma grand-mère, la table où elle avait posé les bases de sa vie, une entrée prudente après l'autre. « Cet endroit est ton refuge », avait-elle dit. « Quoi qu'il arrive. » Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse, la clé USB dans la poche. Les bruits du quartier parvenaient par-dessus la clôture, des rires lointains, un chien qui aboie, la vie qui suit son cours. Et dans ce calme ordinaire, le plan s'est précisé. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je n'élèverai même pas la voix. Je laisserai la vérité faire son œuvre. Parce que parfois, la vengeance la plus dévastatrice est simplement de refuser de garder un secret. Et si la force que tu as toujours? Ce n'est pas en ripostant bruyamment, mais en attendant, en observant, en choisissant le moment précis où le silence brise tout. J'ai décroché le téléphone, j'ai commencé à appeler, la voix calme, accueillante, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout avait changé. La soirée est arrivée plus vite que prévu, mais l'attente avait forgé en moi une certitude. Je me suis habillée simplement, un pull doux, un jean, rien qui trahisse un effort. Mes mains ne tremblaient pas quand j'ai tourné la clé dans le contact. Le trajet jusqu'à la salle des saules était presque banal, comme aller à une réunion ou à un dîner tranquille entre amis. Mais à l'intérieur, tout était calculé. La cour s'est remplie à 19 heures. Les tables étaient parsemées d'assiettes de fromage et de fruits, les verres de vin captant la lumière tamisée. Des rires flottaient dans l'air. Simple, spontané. On m'a serré dans les bras. On m'a dit combien c'était gentil de se réunir si tôt après le mariage. « Tu es l'hôtesse parfaite, Avery », a dit quelqu'un. J'ai souri et je les ai remerciés. Caleb était assis à la table centrale, détendu dans un fauteuil, racontant l'histoire d'un moteur récalcitrant. Dans le garage. Sa voix portait cette même assurance chaleureuse qu'à l'ordinaire. Ellie entra un peu en retard, sa robe moulant sa silhouette, ses cheveux ébouriffés comme si elle n'avait pas fait d'effort. Elle prit place à côté de lui, toujours aussi décontractée, comme si elle était à sa place. Je les observais de l'autre côté de la pièce, sirotant de l'eau pour m'analyser. Mon cœur battait régulièrement, sans s'emballer. Au contraire, il me semblait plus calme que d'habitude. Une fois le buffet terminé et la conversation installée dans un murmure agréable, je m'avançai. L'écran derrière moi était vide, aussi neutre qu'un mur blanc. Je m'éclaircis la gorge discrètement, les têtes se tournèrent. « Merci à tous d'être venus », dis-je d'une voix calme, presque chaleureuse. Le mariage est passé si vite. Je voulais une dernière soirée pour vous remercier tous. Votre soutien est précieux. Caleb me sourit fièrement. Ses yeux se plissèrent au coin, comme lorsqu'il pensait que tout se déroulait à merveille. Puis je poursuivis. Je pensais que nous pourrions regarder un petit extrait de la nuit de noces. Quelque chose que le personnel a retrouvé en visionnant les images.
Un doux moment que j'ignorais avoir été capturé. J'ai fait un signe de tête à Monsieur Young, au fond de la salle. Il a baissé la lumière juste ce qu'il fallait. L'écran s'est animé. Au début, les gens se sont penchés en avant, dans l'attente. Des sourires persistaient. Puis la réserve est apparue. Des étagères, des ombres, ce canapé usé. Ellie est entrée. Caleb l'a suivi. La porte s'est refermée. Le baiser s'est déroulé lentement à l'écran, délibéré et sans hâte. Un souffle coupé a parcouru la pièce. Une fourchette a claqué contre une assiette. Caleb s'est levé d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol en pierre. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il dit, la voix brisée. « Éteignez ça tout de suite. » Personne n'a bougé. Le son a commencé. La voix d'Ellie, légère et plaintive. Te regarder danser avec elle toute la nuit, en faisant semblant d'être son amie. Ça m'a dégoûté. Le petit rire de Caleb. Détends-toi. Tout se passe comme prévu. Le mot est resté en suspens. Prévu. Les visages se sont transformés au fil de la conversation. La maison de ville, le divorce, la vente. Son explication calme de la copropriété. Comment je signerais moi-même le contrat? Comment épouser une enseignante était facile, solitaire, prévisible, ennuyeux. Des rires à l'écran. Les leurs. Le silence dans la pièce. Le nôtre. Le choc se figea en une froideur plus profonde. Incrédulité. Colère. La mère de Caleb porta une main à sa bouche, les yeux grands ouverts et blessés. Son père fixait l'écran comme s'il montrait un étranger avec le visage de son fils. Ellie tenta de se lever, jetant des coups d'œil autour d'elle, cherchant désespérément un allié, mais les regards se détournèrent d'elle. Aucune compassion, juste le poids de ce qu'ils avaient entendu. La vidéo s'arrêta. L'écran devint noir. Le silence qui suivit fut absolu, plus lourd que n'importe quel cri. Caleb resta figé, le visage exsangue. Il ouvrit la bouche, la referma. Finalement, les mots jaillirent. Avery, ce n'est pas, je ne peux pas l'expliquer. J'ai avancé lentement, j'ai glissé l'alliance de mon doigt et l'ai posée sur la table devant lui avec un clic discret qui a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Ce mariage est terminé, ai-je dit, d'une voix claire et nette. Je demande le divorce lundi matin. Il a tendu la main vers la mienne. La panique l'envahissait. Attends, je t'en prie. C'était une erreur. Je t'aime. J'ai reculé. Tu as voulu me prendre ma maison. Tu as menti tous les jours. Tu m'as humilié pendant que je dormais à tes côtés. Je me suis tournée vers Ellie et toi. Tu étais à mes côtés à mon mariage, tu as ajusté mon voile, tu m'as appelé ton ami et tu as ri pendant que tu détruisais ma vie. Elle a de nouveau regardé autour d'elle, d'une voix faible. Avery. Mais la pièce ne l'attendait pas. Le père de Caleb s'est levé, la voix basse et définitive. Fils, tu dois partir. Fais tes valises. Quitte sa maison ce soir. Caleb n'a pas protesté. Il ne le pouvait pas. Il s'est dirigé vers la porte comme un homme traversant l'eau. Les gens se sont écartés. Sans effusion de sang-froid, par réflexe. Comme si le toucher risquait de le souiller. Je le regardais partir. Je sentis l'atmosphère s'alléger peu à peu. Ellie suivit peu après, la tête baissée, sans que personne ne l'arrête. L'assemblée ne sombra pas dans le chaos. Le silence régna. Quelques personnes m'enlacèrent en silence. Ma mère me toucha le bras, les yeux brillants d'une fierté mêlée de tristesse. « Tu as été formidable, ma chérie », murmura-t-elle. Plus tard, quand la cour se vida, Monsieur Young s'approcha. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit-il. Je secouai la tête. « Vous en avez assez fait. Merci. » En rentrant à la maison avec mes parents, la maison de ville nous attendait, sombre et silencieuse. Nous allumâmes la lumière. Les affaires de Caleb avaient déjà disparu. Sa veste décrochée, les tiroirs vidés, l'étagère vide. C'était étrange comme une personne pouvait disparaître si vite d'un lieu qu'elle avait investi. Je restais sur le seuil de ma chambre, ressentant le vide, non pas comme une perte, mais comme un espace, propre, ouvert. La douleur ne disparut pas cette nuit-là. Elle persista, vive dans les moments de silence. Mais à présent, il y avait de la compagnie, le soulagement.
Pas le genre bruyant. Celui qui vous enveloppe jusqu'aux os comme une douce chaleur après le froid. Je croyais que la confrontation impliquait du bruit. Des poings serrés, des voix qui s'élèvent. Mais ce dévoilement silencieux des mensonges devant tout ce qui comptait. C'était plus définitif que n'importe quel cri. Si vous avez déjà retenu des mots, attendu le moment propice pour laisser la vérité s'abattre comme une pierre, vous savez peut-être ce que l'on ressent face à ce changement. De briser à incassable, non pas parce qu'on s'est battu, mais parce qu'on l'a choisi. La maison de ville semblait différente après cette nuit-là. Pas vraiment vide, juste plus calme, plus mienne. Les jours suivants, j'ai parcouru lentement la pièce, effleurant les contours familiers. La table de la cuisine où ma grand-mère triait son courrier. La porte-fenêtre qui coinçait un peu à cause de l'humidité. Les murs que j'avais peints moi-même. L'absence de Caleb n'était pas un vide. C'était un espace retrouvé. Je suis restée un peu plus longtemps chez mes parents, laissant le temps faire son œuvre. Ils n'ont pas insisté. Ma mère a préparé de la soupe. Mon père a réparé une étagère branlante sans qu'on le lui demande. De petits gestes qui en disaient long. Lundi, j'ai déposé les papiers. Pas de drame, juste une file d'attente tranquille au bureau du comté. Formulaire signé à l'encre noire. Caleb n'a pas contesté. Il a signé et a disparu. Pas d'appel, pas de supplication. Peut-être savait-il qu'il n'y avait plus rien à sauver. Les amis ont afflué. Certains se sont excusés de ne pas avoir vu les signes. D'autres ont simplement écouté, leur silence, une forme de solidarité. À l'école, le rythme m'a ramené à la réalité. Les enfants avec leurs questions sans fin, leur joie sans filtre. Un matin, Sophie, celle qui avait remarqué ma tristesse, m'a dessiné une maison avec un grand soleil au-dessus. « Pour quand tu réfléchis trop ?» a-t-elle dit, je l'ai collé sur mon frigo ce soir-là. Le silence dans la maison de ville a mis du temps à devenir une paix. Au début, le silence résonnait. Des repas pris seuls, des soirées sans le bruit de ses clés dans la serrure. Mais peu à peu, les choses ont changé. J'ai instauré de petits rituels, un thé sur la terrasse au crépuscule, à regarder la lumière décliner. Des livres empilés près du lit, lus sans interruption. Je me promenais dans le quartier où personne n'attendait rien de moi. J'ai alors compris que la perte la plus difficile n'était ni Caleb, ni même Ellie. C'était la part de moi-même que j'avais laissée filer. Celle qui avait fait confiance trop vite, qui voyait la gentillesse comme une preuve plutôt que comme un mérite. Mais la perte de cette illusion ne m'a pas brisée. Elle m'a rendue plus lucide, plus légère. Le temps n'a pas effacé la trahison. Il l'a transformée en quelque chose d'utile, un rappel discret de prêter attention aux petites incohérences, d'apprécier ma propre compagnie autant que celle des autres. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs. Elles sont la structure qui donne forme à une vie. Et la force. Elle ne rugit pas toujours. Parfois, elle attend. Elle observe, elle frappe avec précision. Caleb et Ellie pensaient que ma confiance me rendait vulnérable. Facile. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la patience qui l'accompagnait. La capacité d'observer, de planifier, de choisir le silence jusqu'à ce qu'il devienne inébranlable. Aujourd'hui, la maison de ville est toujours mon refuge. Exactement comme ma grand-mère me l'avait promis. Je vis seule, et pour la première fois depuis des années, c'est un choix délibéré. Je ne suis pas seule, vraiment. Mes journées sont régulières, les sonneries de l'école, les rires en classe, des soirées qui s'étirent, libres et sans occupation. Je ne suis pas amère, je n'attends pas le prochain chapitre pour réparer ce qui est brisé. Je suis éveillée, et cela me suffit. Si cette histoire vous parle, si ce doute sourd, ce sentiment d'être sous-estimé alors que le monde croit que vous ne vous en apercevez pas, c'est peut-être parce que vous avez emprunté un chemin similaire. Ayez confiance en la clarté qui vient après la rupture. Elle vous appartient. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.